sur Clapotis et bienvenue dans cet épisode consacré à la pièce Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, pièce faisant partie de l'objet d'études sur le théâtre du XVIIe au XXIe siècle et dont le parcours associé est crise familiale, crise personnelle. Alors petite précision avant de rentrer dans le vif du sujet pour tous nos lycéens, tous les éléments que nous allons voir ensemble peuvent constituer des points, des arguments que vous allez pouvoir exploiter dans les dissertations possibles proposées pour l'épreuve écrite, mais tous ces éléments-là peuvent aussi constituer des points que vous allez pouvoir intégrer dans votre présentation lors de votre lecture linéaire pour l'épreuve orale. Alors pour cet épisode, et les autres d'ailleurs qui constitueront la série consacrée à Lagarce, nous avons le plaisir de recevoir au micro de Clapotis Anthony Sauron, maître de conférences des universités à Paris-Sorbonne et spécialiste des œuvres contemporaines. Bonjour Anthony. Bonjour Cécile. Eh bien pour ce nouvel épisode, nous allons donc nous intéresser aux personnages de la pièce. Et avant de débuter en les évoquant successivement, vous vouliez faire une distinction entre le personnage de théâtre et le personnage de roman. Oui, je souhaitais faire cette petite distinction parce qu'il me semble qu'elle est importante, en particulier quand on lit Juste la fin du monde. Un personnage de roman est beaucoup plus caractérisé qu'un personnage de théâtre, puisque l'on a un narrateur qui va nous donner des informations sur lui, sur son âge, éventuellement sa taille, sa physionomie, son caractère, évidemment en fonction des auteurs que l'on va lire. Mais dans le cas d'une pièce de théâtre, les renseignements sont donnés seulement par les dialogues entre les personnages qui vont évoquer tel ou tel personnage. Donc, si on se retrouve dans une pièce comme celle de Lagarce, où les dialogues sont courts, où les prises de parole sont elliptiques, eh bien on aura peu de renseignements. Oui. Et nous allons, en tant que lecteurs, être souvent face à des personnages qui restent mystérieux. On pourrait l'utiliser à quel moment, justement, dans une dissertation, cette remarque primordiale ? Alors évidemment, tout dépend de la dissertation que l'on va nous donner, mais elle pourrait nous servir d'accroche dans la réflexion et la problématisation. Donc en introduction. Exactement. Alors, c'était utile de préciser ces petits points avant de démarrer. Là, l'idée, c'est donc, on va évoquer successivement 5 personnages fondamentaux dans la pièce, et il paraissait logique de commencer par Louis. Alors, que dire sur ce personnage ? Que dire sur ce personnage ? On a plusieurs angles d'attaque d'un tel personnage. D'ailleurs, quand on relit la pièce, quand on l'interprète, certains ont pu dire « Louis, c'est un double de Jean-Luc Lagarce ». Alors, comment caractériser ce personnage, Louis ? La critique littéraire l'a vu de différentes façons, ce personnage. On pourrait avoir une première interprétation, disons, biographique, en voyant Louis comme le double du dramaturge Jean-Luc Lagarce. On rappelle que Jean-Luc Lagarce était malade, qu'il a écrit cette pièce en sachant qu'il allait mourir assez rapidement, et Louis est exactement dans la même situation, puisqu'il se sait rapidement mourant, et qu'il revient dans sa famille pour annoncer cette mort prochaine. Donc c'est un personnage qui est dans une situation très particulière. Il a quitté le domicile familial depuis assez longtemps. On sait qu'il a 34 ans, le renseignement nous est donné dès le départ, donc il est très jeune. 34 ans, c'est pas un âge hasardeux, je rappelle que le Christ est mort à 33 ans, donc peut-être que l'âge n'est pas si indifférent que ça. C'est un personnage dont on apprendra quand même relativement peu de choses. On sait donc qu'il est parti loin de sa famille, d'ailleurs on ne sait pas d'où il est parti exactement, de quel pays il s'agit. Et on sait qu'il a probablement réussi, qu'il fait un métier plutôt littéraire, probablement dans le domaine du théâtre, mais on n'en est pas sûr. On sait qu'il a visité beaucoup de pays. Louis, c'est un petit peu le fils prodigue, c'est-à-dire celui qui est parti sur un coup d'éclat, qui s'est beaucoup éloigné et qui revient là dans une situation difficile.
parce qu'il ne sait pas comment on va le reconnaître véritablement, comment sa famille va le reconnaître alors qu'il est parti depuis si longtemps et qu'il s'est contenté, je le rappelle, d'envoyer des petites cartes de postales, en particulier lors des anniversaires. Ouais. Donc Louis, ça reste un personnage mystérieux qui a envie quelque part de renouer avec sa famille, mais surtout de déclarer la situation tragique dans laquelle il est. Et c'est ce qu'il aura du mal à faire. Alors, logiquement, on aborde le deuxième personnage, c'est Catherine, donc la belle-sœur de Louis. Oui. Alors, que dire d'elle ? Alors Catherine, c'est un personnage un peu particulier au sens où elle ne connaît pas Louis. Quand il arrive, elle ne connaît pas, Louis n'est pas venu au mariage de Catherine et d'Antoine, Louis ne connaît pas les enfants de Catherine et d'Antoine, donc quelque part ce sont deux étrangers. Et Catherine va être celle qui va faire preuve du plus de retenue vis-à-vis de Louis. Elle va essayer d'être dans une forme d'empathie avec lui, tout en ayant des griefs quand même vis-à-vis de lui, qu'elle exprimera avec plus de douceur, on y reviendra, que son époux Antoine. On sent un personnage quand même très déstabilisé par la vie qu'elle a, la pression que lui met sans doute son mari, qui est quand même quelqu'un d'assez cassant, qui a une personnalité forte, qui s'emporte très rapidement. Elle paraît beaucoup plus douce, plus mesurée dans ses paroles, et en fait très déstabilisée par une situation qu'elle ne maîtrise pas du tout. Donc elle est un élément presque de l'absurdité de cette pièce, parce que finalement les gens ne se comprennent pas, ils ne se situent pas, et elle a vraiment du mal à situer ce personnage qui est à la fois exceptionnel, étranger et très déstabilisant pour l'ensemble de la famille. Et alors Antoine, si on enchaîne logiquement, donc Antoine, qui est-il ? Comment le caractériser ? Alors Antoine est le petit frère de Louis, hein, il est à peine moins âgé que lui. On sent un personnage qui, au départ, cherche à rester dans la retenue. Dans le film adapté de la pièce, il est joué par Vincent Cassel et on sent très vite qu'il a du mal, lui, à jouer le jeu. Il a du mal à garder les conventions d'une relation qui serait tranquillisée, apaisée. Il va très vite sortir de ses gonds. Avec sa propre épouse, hein, il est assez désagréable. Avec sa mère, on sent tout de suite qu'il est très vite lassé des conventions de langage. On sent qu'il a quelque chose à dire à son frère. Et c'est là où la pièce devient très intéressante, c'est que au fond, Louis est venu avouer quelque chose, il est venu déclarer quelque chose, mais en réalité, on a l'impression que c'est surtout Antoine qui a envie de lui dire quelque chose, et notamment lui déclarer quelque part une animosité qui remonte à très loin. Et d'ailleurs, à certains moments, on sent que Louis est prêt à presque en venir aux mains. Ne me touche pas, hein, c'est quelque chose qui est dit à un moment donné, la relation peut devenir physiquement plus brutale. Et on sent donc qu'il y a ici ce qu'on appellera un combat fratricide qui se met en place entre les deux frères, qui reste au niveau verbal. Mais je rappelle que dans la littérature, les combats fratricides, il y en a beaucoup. Abel et Caïn, ou alors Romulus et Rémus, enfin on pourrait en citer beaucoup. Et je suis persuadé que Lagarce, qui est très nourrie de mythologie en particulier, pense à ces combats fratricides en mettant en place cette relation complexe entre les deux frères. Est-ce qu'on peut dire que la parole se libère entre les deux frères, justement ? Alors la parole se libère au sens où Antoine dit des choses, hein. Il manifeste sa colère, il exprime ses sentiments, éventuellement même des angles de détestation vis-à-vis de son frère. Mais la parole ne se libère pas complètement non plus, parce que Louis, lui, n'arrive pas à avouer ce pourquoi il était venu. Donc il est obligé d'être resté dans une retenue, à mon sens aussi parce qu'il y a sa mère. Oui. Et que sa mère, elle est là pour... Il n'arrive pas non plus à contrarier sa mère, Louis. Donc il est un peu dans une position entre deux eaux, être venu pour dire des choses, pour dire sa vérité, mais en fait cette vérité, il ne peut pas la dire. Et à mon sens, parce que c'est les autres qui l'empêchent aussi de dire cette vérité, parce que eux, ils ont tellement de choses à lui dire. C'est ça tout le paradoxe de cette situation moi j'appelle ça un revenant, Louis. C'est comme un fantôme, d'ailleurs c'est comme ça qu'il se présente au début. Donc ça rend les choses très complexes dans les relations familiales.
Alors, que dire de Suzanne, qui a 23 ans, si je ne me trompe pas, quand Louis revient. Et donc, somme toute, quand il est parti, elle n'en avait que 6. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce personnage, cet autre personnage féminin? Alors, de façon schématique, mais j'assume complètement l'adjectif schématique, je dirais qu'elle est vraiment, elle, dans l'admiration de ce frère qui est parti, et elle le dit, qui a osé partir alors qu'elle est dans l'obligation de rester pour sa mère. Donc, quelque part, elle est fascinée par ce personnage. Elle attend, et elle le dit, ces cartes postales avec beaucoup de... Voilà, c'est une vraie attente pour elle, c'est un vrai bonheur quand elles arrivent, et à la fois une déception parce qu'il n'y a presque rien dans ces cartes postales. Donc il y a vraiment une fascination, et puis il y a évidemment beaucoup de reproches parce que ce frère qui est parti l'a laissée toute seule dans cette situation, et on sent qu'elle est vraiment prise entre ces deux sentiments, fascination et reproche, parce que Louis a osé faire ce qu'elle ne pourra probablement jamais faire, c'est-à-dire partir, se libérer de cette emprise familiale et notamment de sa mère. Alors, vous enchaînez très logiquement avec la mère, c'est le dernier personnage que l'on va évoquer. Alors, que dire d'elle? Que dire de sa relation avec ses enfants? Comment on peut la qualifier, justement? Je dirais que c'est difficile de qualifier la mère. D'abord parce qu'elle est désignée comme la mère. Oui. On ne la désigne pas par son prénom ou par un surnom. C'est quand même une façon très singulière de caractériser ce personnage. Déjà, c'est le premier point. Je ne pense pas que le dramaturge l'ait fait au hasard, c'est simplement parce que cette mère reste une figure très complexe. C'est à la fois une mère araignée, au sens où elle a quand même gardé avec elle 2 de ses 3 enfants, d'une certaine façon, puisque Antoine est constamment finalement présent. C'est à la fois une mère araignée, et puis d'un autre côté, on la sent, alors elle, pour le coup, à la fois très déstabilisée et encline à pacifier au départ les relations. C'est-à-dire qu'elle va essayer d'entrer dans des conversations qui, comme j'aurais envie de le dire, n'ont pas de sens. C'est-à-dire, vous savez, un peu ces conversations qu'on a quand on n'a rien à dire et qu'on ne veut surtout pas rentrer dans des sujets qui fâchent. En réalité, elle sait qu'il y a des vérités blessantes qui pourraient être exprimées lors de ce retour. Elle sait qu'il y a des vérités qui fâchent, je m'amuse avec des expressions très courantes, et elle va tout faire pour, je dirais, apaiser, étouffer en fait ces vérités en amenant toujours des sujets. Alors on va aller prendre un café, on va... voilà, c'est un peu son mode de fonctionnement, et on a du mal à la situer, on a du mal à savoir son degré de tristesse, on a du mal à savoir où elle en est par rapport à ses fils. Elle a quand même des élans très, très, très frappants, notamment des élans nostalgiques où elle va leur rapporter, quand nous allions faire des balades en voiture avec le père le dimanche, c'est comme si elle voulait les refixer sur un autre temps, c'est-à-dire une sorte de temps utopique ou idyllique où la famille était complètement rassemblée. Et en faisant ça, elle cherche à s'extraire de la situation dans laquelle elle se trouve, c'est-à-dire le retour de ce fils prodigue, dont peut-être qu'elle présume une déclaration qu'elle n'a pas envie d'entendre. Ça encore, ce sont des hypothèses, mais face à ce texte, on a beaucoup d'hypothèses et beaucoup d'ouverture d'interprétation. Alors, vous évoquez une figure absente, c'est le père. Et oui, ce père, on l'évoque à plusieurs reprises dans la pièce. Pour moi, c'est la pièce du Pulse manquante, et c'est lui qui produit par ricochet, produit par ricochet toutes les souffrances cumulées qui s'expriment ici. On sent qu'il y a eu un moment qui était un moment peut-être de bonheur familial, mais qui a éclaté. Et il n'y a jamais eu de remise en harmonie de cette famille. Donc le père absent, c'est la figure dont on parle sans parler, on ne sait pas vraiment pourquoi il n'est plus là. On suppose qu'il est mort, mais de quoi? D'une maladie, d'un accident? Encore une fois, on est constamment en train de se poser plein de questions, puisque personne ne nous donne des réponses. Oui. Alors, pour clore cet épisode, vous aviez débuté par la distinction de personnages de théâtre et personnages de roman.
Est-ce qu'on peut oser se poser la question, quant à ces personnages de théâtre, sur la notion de héros anti-héros ? Oui, on peut oser et on aurait même raison d'oser, parce que je pense qu'il y a dans cette pièce d'abord une forme d'intertexte assez considérable. Je pense qu'il y a beaucoup de personnages auxquels on pense. J'ai cité tout à l'heure Abel et Caïn, Romulus et Rémus, etc., etc. Donc il y a cet arrière-plan mythologique qui nous renvoie à des héros. Ça, c'est déjà la première chose. Le deuxième point, c'est que là, on est face à une pièce ultra contemporaine, hein, on est au XXe siècle, la notion de héros a été largement déconstruite, et on a affaire à des personnages qui, quelque part, sont un peu perdus dans leur existence, qui ont du mal à tracer un destin. Ce sont plutôt des personnages qui ont des antidestins. Antoine le dit, hein, il parle de son travail qu'on peut supposer assez technique. Donc on a l'impression de personnages qui sont plus dans une projection, avec des utopies. Et le seul véritablement à s'être réalisé, c'est Louis, puisque lui, il est allé au bout de ses rêves, au bout sans doute de ses passions. De là à le caractériser comme un héros, ben on peut quand même avoir des doutes, parce qu'il a une forme de lâcheté quand même, hein. Il est même très très lâche, puisqu'il n'ose absolument pas ce pourquoi il est venu, il n'ose pas le déclarer, et il est souvent dans des conversations détournées, hein. Il se laisse quand même piéger par les conversations, et puis il recentre pas sur ce pourquoi il est venu. Donc c'est un personnage qui est encore une fois beaucoup plus ambigu. Donc moi je dirais pas que c'est un héros. De la même façon, tous les personnages sont plutôt quelque part du côté de l'anti-héroïsme, ne serait-ce que parce qu'ils ne disent pas vraiment les choses, ils tournent autour des choses. Pour moi, le héros, c'est à un moment donné quelqu'un qui va assumer son destin, sa vie, son existence, ses choix, ses engagements. Alors que tous, quelque part, louvoient. Exactement. Merci pour toutes ces précisions, Anthony, quant aux personnages de la pièce. Et puis, nous vous disons donc à très vite pour d'autres épisodes qui vont compléter toutes ces informations autour de cette œuvre intégrale. Merci, Anthony. Merci, Cécile.